Thomas Laboret, bonjour. Bonjour Christine. Vous dirigez Blooming Partners. Donc Blooming, ça veut dire en plein épanouissement. C'est la floraison, c'est l'efflorescence. Voilà, donc c'est un peu tôt parce qu'on n'est pas encore au printemps officiellement. Mais donc ça veut dire que votre cabinet de conseil marche très bien. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est sympathique. Et expliquez-moi comment, en fait, cette crise sanitaire dont on espère à chaque fois sortir, mais qui a quand même imprégné notre société, et d'ailleurs pas seulement la société française, de changements en profondeur. Comment est-ce que ça affecte votre secteur d'activité ? Alors ça affecte un peu le secteur du conseil en management, mais surtout, comme on est des serviteurs, ça affecte plutôt nos clients. Un certain nombre de tendances sociétales sur lesquelles nous on insiste depuis qu'on existe, depuis les années 2010, se sont révélées et se sont accentuées du fait du Covid. Le fait que c'est compliqué de raisonner sur son nombril et qu'on peut très bien avoir parfaitement survécu à la crise, mais que tous les fournisseurs et les partenaires dont on a besoin, eux, malheureusement, n'ont pas survécu et que donc en fait on est condamné à terme. Peut-être aurait-il fallu se poser la question de pour survivre, j'ai besoin que d'autres survivent. Autre exemple, sur les collaborateurs, on s'aperçoit que des collaborateurs qui sont libres de travailler de chez eux ou pas, de gérer leur temps de trajet, avec ce que ça a comme impact carbone, comme impact psychologique de stress. Et gestion familiale, et surtout pour les femmes, d'ailleurs. Et absolument, ou les pères célibataires, bref. Mais un certain nombre de gens se sont aperçus que quand ils étaient capables de gérer leur temps, parce que le confinement faisait qu'il n'y avait plus un impératif qui s'imposait à eux, eh bien, ils étaient plus productifs, ils étaient plus épanouis. Alors en contrepartie, il fallait mettre en place des dispositifs pour qu'ils ne soient pas isolés de leurs collaborateurs, mais ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc il y a des tendances comme ça de... Voilà. Croyons en les gens, responsabilisons-les, il va se passer des choses. Mais ça s'organise. Et c'est là qu'on essaie d'aider nos clients. Oui, parce que sinon, ça fait un peu bisounours quand même. Non, ça fait désordonné, ça fait non reproductible. On a eu du bol, ça s'est bien passé parce que les gens essayaient des choses de bonne foi. Quand ça devient un système, il faut l'organiser, sinon ça s'organise de manière anarchique. Ce que l'on voit aussi, et les sociologues insistent beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, on est devenu un laboratoire à ciel ouvert, d'une certaine manière. On voit un besoin dans une société française qui, plus que d'autres, est assez hiérarchisée, habituée à une verticalité. On voit quand même un besoin, et notamment générationnel, de plus d'horizontal, d'avoir plus de modes de collaboration. Comment est-ce que les méthodes de management et surtout les habitudes des entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, comment est-ce que cela évolue ? Vous faites bien de distinguer la méthode et l'habitude. Ça fait longtemps que des méthodes ont émergé, inspirées par la sociocratie, par exemple, en disant, vous savez, ça fonctionne mieux quand l'autorité est émergente. On s'aperçoit qu'un tel est un leader parce qu'il est très compétent, parce qu'il est très reconnu. Quand l'autorité est tournante, il a fait son temps comme leader, il naturellement passe le bâton à quelqu'un d'autre. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal sur le papier. Sauf que l'habitude est que c'est pas comme ça. J'ai quand même pas passé des années à vivre comme un moine pour avoir un énorme diplôme. J'ai pas passé des années à gérer des usines. Bon, maintenant, j'ai atteint l'âge où je peux avoir un bureau d'angle, une secrétaire pneumatique, une plante verte et des symboles de réussite. Bon, et donc ne plus travailler, mais faire travailler les autres. Ça, c'est un peu problématique. Et on est dans une période de transition où cet ancien modèle est en train de mourir. On en voit quelques-uns qui s'y accrochent frénétiquement. Le nouveau modèle est en train d'émerger, mais on ne sait pas encore très bien quel il va être. On a des pistes, mais on n'a pas quelque chose de finalisé. Mais des gens parfois se projettent à l'excès dans on est d'accord que maintenant ça y est, c'est le grand soir. Donc, oui, bien sûr. D'où ce sentiment peut-être d'évanescence ou de stress terrible entre des gens qui sont dans le déni et le passéisme et des gens qui sont effectivement dans le bisounours et l'idéalisme. La vérité est sans doute entre les deux. Essayons de la construire chaque jour. Et puis ça dépend du secteur d'activité, bien sûr. Oui, les besoins ne sont pas les mêmes. Les besoins en management ne sont pas les mêmes. Le management est finalement assez universel. L'humain fonctionne pareil, qu'il soit dans la banque, qu'il soit dans la distribution, qu'il soit dans l'industrie, qu'il soit dans les services. Peut-être pas dans les médias, mais ça c'est autre chose.
C'est vous l'experte, je ne présumerai pas de juger. Quoi qu'il en soit, en revanche, c'est vrai que certains secteurs, pour des raisons, là encore d'habitude, votre terme est le bon, sont plus réceptifs que d'autres à ces idées, sont plus conscients que d'autres de leur impact potentiel. Mais on a vu à la rentrée dernière, septembre-octobre, à quel point les entreprises se disaient « je ne comprends pas, c'est la reprise, c'est une croissance incroyable, on est en train de rattraper les chiffres du chômage d'avant le Covid, donc je recrute grâce terriblement. » Grâce à une aide de l'État massive. Il ne faut pas se tromper non plus. Il faudra payer cette facture un jour. Mais effectivement, l'État a plutôt soutenu correctement, je trouve. Bon, je relance. Sauf que j'ai un mal de chien à recruter. Et en plus, comme les autres recrutent aussi, des gens auxquels je tenais s'en vont chez eux. Donc je dois encore plus recruter pour remplacer aussi les départs. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'attire plus? J'ai pourtant une marque respectable, j'offre des salaires compétitifs. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est plus le projet des gens. Et donc il y a une inversion de pouvoir entre l'offreur et le demandeur d'emploi. Et c'est moins bonjour, j'ai besoin de me nourrir, qu'est-ce que vous me proposez comme emploi? C'est plus ça, c'est ce que je vous offre comme projet de vie dans lequel vous jouez tel rôle. Voilà. Êtes-vous d'accord pour jouer ce rôle? Et les employeurs sont parfois très désemparés, ils disent « flûte, comment je réagis à ça ?» Avec des priorités différentes de la part des gens qui cherchent un emploi. Tout à fait. Ou qui décident. Enfin, on voit ce mouvement de façon massive aux États-Unis. Les gens qui délibérément abandonnent leur emploi. Se retirent du salariat. Se retirent du marché du travail plus ou moins longtemps. Mais enfin, la société américaine est très différente de la nôtre. Et il y a 3 lettres qui paraissent très mystérieuses aux non-initiés, qui est le RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, ce n'est pas un impératif, ce n'est pas une loi, mais on voit que c'est une tendance lourde dans tous nos pays européens. C'est très intéressant de voir d'ailleurs d'un pays à l'autre comment cette espèce de façon de concevoir le rôle de l'entreprise dans la société au sens large, comment ce rôle, cette conception évolue. Pour vous, vous êtes là véritablement sur le terrain. Comment Absolument. Vous voyez ça? Est-ce que véritablement ça fonctionne? Ou est-ce que cela influence les responsables des entreprises? Cette idée que l'entreprise a un rôle social. Ça les influence de façon très contrastée. Et là encore, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des situations différentes. Une chose qui est palpable, c'est que jamais l'entreprise privée n'a eu un rôle aussi fort dans le façonnage de la vie quotidienne des gens. La façon dont on consomme, la façon dont on se déplace, la façon dont on se soigne, la façon dont on apprend, la façon dont on interagit entre nous est essentiellement régie, et l'environnement naturellement avec un impact terrible, est régi par des entreprises privées. Un certain nombre de sujets qui étaient régaliens, qui étaient d'État, qui étaient publics, finalement, le privé s'y est substitué, par habitude essentiellement des usagers. Donc le pouvoir de l'entreprise n'a jamais été si fort. Mais donc il n'est jamais également plus assorti d'une lourde responsabilité. Et un certain nombre d'entreprises se sont dit, si j'ai du pouvoir, justement, ça m'affranchit de toute responsabilité, un peu dommage, et donc elles ont du mal à recruter, elles ont du mal à avoir des clients, elles ont même du mal à attirer des investisseurs. Mais il y a aussi un effet d'affichage. Alors, il y a surtout un discours. Certaines ont un effet de discours, en disant « Regardez comme je suis gentil, je vais changer mon nom et mon logo pour montrer à quel point je suis responsable du monde que nous allons laisser à nos enfants. » Mais derrière, ça ne change rien dans les opérations, dans un mode de management qui peut être aliénant, etc. Et d'autres se sont dit « Attention, moi je pense que justement dans un monde où tout le monde est connecté par le numérique, tout le monde est très informé, je peux avoir de moins en moins d'écart palpable entre mon discours et mes actions parce que ça va être pointé du doigt. » Et n'importe quel abruti qui a une webcam et qui a 50 000 followers sur Instagram peut très bien sortir sur moi, comme un journaliste d'investigation tel que vous, peut très bien sortir sur moi quelque chose que je ne verrai pas venir. Parce que Christine Ockrent, je regarde ce qu'elle dit sur moi, mais ce gars-là, je ne le regarde pas. Donc peut-être que j'ai un intérêt, et à nouveau c'est un intérêt cynique, mais c'est un intérêt réel, j'ai peut-être intérêt à me dire comment je fais vis-à-vis des gens que je veux recruter, des clients à qui je veux vendre et des investisseurs dont je veux attirer l'argent, comment je fais pour aligner le discours et l'action. Et pour conclure, je noterai qu'un certain nombre de fonds d'investissement américains, extrêmement la caricature du financier américain un peu prédateur, etc., ont commencé à écrire depuis au moins 2017 aux entreprises qu'ils financent. Vous savez, ça m'intéresse plus tellement que vous me disiez voilà l'argent que je vous ai fait gagner les dernières années et pour les années prochaines je me débrouillerai, j'irai bien opprimer une autre minorité dans un autre pays, c'est pas très grave. Ça m'intéresse moins parce que je vois que dans un monde volatile, dans un monde de Covid, dans un monde imprévisible,
ce que vous avez fait avant, vous n'arriverez pas à le reproduire. Décrivez-moi vos fondamentaux qui m'assurent la reproductibilité de cette rentabilité. Et ces fondamentaux, et des acteurs comme ça emploient ces termes, c'est vos valeurs, c'est votre culture d'entreprise, c'est votre raison d'être, le purpose. Voilà les choses dont j'ai envie que vous me parliez. Et la manière dont vous appliquez ou non la diversité, ce qui est devenu aussi un mot clé. Et les droits LGBT, valise, et les droits des racisés, et voilà. Bon. Et l'antivalidisme. Et on se dit, voilà, si ces gens-là, qui n'ont pas d'autre intérêt que le profit, comprennent que le profit passe par cette prise en compte de la responsabilité, on se dit qu'on a quand même fait un pas important. Donc même très cyniquement, on a besoin d'avoir une réelle politique RSE et qu'elle se traduise par des faits concrets mesurables. Et donc, par rapport à notre culture française, qui est très différente, quel serait, et ce sera le mot de la fin, le conseil que vous, Thomas Laboret, vous aimez, vous préférez donner à votre client ? Quel est le conseil le plus important ? On imagine qu'il y en a plusieurs, sinon vous ne seriez pas Blooming Partners. On a de conseils que sur mesure et dans chaque cas d'espèce, mais il y a un trépied qui nous paraît fondamental en 2022, c'est soyez adaptatifs. Ce qui ne veut pas dire laissez-vous séduire par toutes les modes, mais plutôt demandez-vous de temps en temps à quoi vous vous êtes accroché pour des raisons traditionnelles mais qui n'a plus lieu d'être. Apprenez à vous départir de ce qui vous ralentit. Et puis, l'espace que ça libère sera bien occupé par quelque chose d'intelligent, novateur ou pas, mais en tout cas pertinent. Deuxième chose, pour ça, pour savoir de quoi vous départir, pour prendre les bonnes décisions, faites de l'intelligence collective. Et c'est là qu'en France, on a un petit travail à faire. C'est pas forcément celui qui a le plus gros diplôme, c'est pas forcément le vieux mâle blanc hétérosexuel judéo-chrétien valide qui détient la vérité. C'est peut-être les interstices. Qu'est-ce que tu en penses, toi, toi qui n'as pas mon background à moi? Qu'est-ce que tu en penses? Réfléchissons ensemble. Il y a toujours un chef qui décide, mais en ayant consulté tout le monde. Le collectif. Et puis pour nourrir ce collectif, il faut observer les usages. Les gens, pour de vrai, font des choses, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Mais si on sait ce que les gens font, on est capable de dire oui, j'ai envie d'accompagner ça, j'ai envie de m'opposer à ça, mais je me positionne par rapport à une réalité. Quel est le mot que vous préférez dans le vocabulaire de votre métier? Un mot. Collaboratif. Merci. Merci Thomas Laboret d'être venu à Priorité Éco aujourd'hui.